Salut YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boys Club, le podcast Mademoiselle sur la masculinité. Cette semaine avec Fab, je reçois Raphaël Descraques, qui est très au fait des questions de masculinité et que j'avais hâte d'avoir dans The Boys Club. On parle de plein de choses, de vulnérabilité, de documentaires que vous devriez regarder et bien sûr de son rapport à son genre puisque c'est le sujet. J'espère que ça va vous plaire et à dans une heure. Bonjour, c'est Fab. Bonjour, c'est Mimi. Et bienvenue dans The Boys Club, le podcast Mademoiselle sur la masculinité. Ah oui. Comme vous l'aurez deviné grâce à cette excellente vanne, je suis Mimi, je ne suis pas Fab. Oh. Oh oui. Et on n'avait pas changé de genre Non, on n'a pas switché. On avait cette swappé, année. tu sais. Non, on fait les années bissextiles. Ça te rappelle quelque chose, swappé ou pas? On est avec Raphaël Descraques aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Coucou Rafou. Bonjour. Il est tout timide. Oui. Je suis très contente de t'avoir là, Raph. Je suis très content d'être là. C'était une évidence pour moi quand j'ai créé ce podcast que je voulais t'inviter, puisque si tu le voulais bien sûr. Bah, j'en ai entendu parler depuis pas mal de temps de ce projet. Ouais. Est-ce que t'es en train de dire J'avais que Mimi a procrastine? saoulé tout le monde avec ça avant de le faire. Oui. Non, elle a sûrement pris de l'avance pour parler de trucs. De l'avance. Il n'y en a pas eu depuis genre. Oui, de l'avance, oui. Tout à fait. Non, j'avais effectivement cette idée en tête depuis longtemps, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, mais disons que ça a mis du temps à mûrir, et pas à mourir. Et à mourir. Et que je suis pas la plus douée en organisation. Mais je t'en avais parlé, et Ouais. Fab t'en avait parlé, Raph, puisque tu es, je pense, un des mecs que je connais qui est le plus avancé dans sa réflexion sur la masculinité et sa pression, déconstruction. Niveau 100. Ouais, Niveau le mec, 99. Super Saiyan, quoi. Ce n'est pas sa forme finale. J'adore les animés. Mais je voulais pas t'avoir en premier parce que j'avais peur que tu sois limite trop avancé pour que le truc soit accessible. J'ai une pression pour les de mecs, ouf. Je suis lambda. pas si avancé. Je dis pas que je pense que t'es pas le mec le plus avancé. Je sais pas s'il existe. Ouais. Mais en tout cas, parmi C'est les bon. gens que je côtoie et que j'ai pas forcément recherché en soi comme des gens hyper loin dans la réflexion sur leur masculinité, tu es plutôt bien avancé. C'est gentil. Je sais Maintenant que je t'ai bien mis la pression, Voilà, c'est ça. comment va ta bite? Non. on y viendra, comme à chaque fois. C'est mon passage préféré. Oui. Branlette entre potes, doigt dans le cul, la bite. Voilà. Voilà, c'est un peu le thème. Peut-être qu'il a un nouveau truc à nous Mais apporter oui, aujourd'hui. du Raphaël. coup, maintenant, à chaque épisode, je me dis qu'est-ce que je vais apprendre. Vous De mettez nouveau. des objets contondants et je ne sais pas ce que vous faites, vous les amis. Chacun ses trucs. Oui, On n'est pas là pour juger. Du coup, Raph, je voulais te demander, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours en tant qu'homme et de ton rapport à ton genre? La question la plus. C'est dur comme question. Oui, mais du coup, comme ça, on voit où il commence. Donc, mon parcours en tant qu'homme et mon rapport à mon genre. Dans le sens que tu veux. Oui, ça, en effet, c'est un peu vaste pour. J'ai pas de réponse. Est-ce que tu te souviens, précise. pour faire plus précis, de la première fois que tu as compris que tu étais un garçon ou un homme, en tout cas que tu étais de genre masculin? J'ai pas un souvenir genre méga imagé ou précis. Ça peut être un ensemble de choses. Je sais que j'ai grandi dans une famille où j'avais deux sœurs et un frère. On est 6 en tout et du coup c'était genre 3 hommes, 3 femmes. Je sais pas ce que ça apporte du tout, mais genre j'ai grandi dans ce contexte-là. Quand est-ce que je me suis aperçu ou rendu compte vraiment que j'étais d'abord un garçon, peut-être après un homme, j'ai pas d'image précise. Je sais que ouais, c'est un mélange de tout. Bizarrement, c'est peut-être assez tard que je me suis rendu compte que j'étais ma place entre guillemets d'homme ou ouais, en me rendant compte de la place des femmes ou des autres êtres humains et du parcours que j'avais eu sans m'en apercevoir. Après, j'avais des injustices, je ressentais des injustices un peu pendant ma jeunesse vis-à-vis du groupe, du collège, etc., des autres garçons, de ce qu'il fallait être, etc. Mais ça peut être un peu plus tard que je me suis vraiment rendu compte. Ah oui, d'accord, je suis un homme et je sais pas, j'ai ces sortes il y a des choses à pas faire, mais à pas faire, à des choses qu'il faut que je me rende compte sur les autres. C'est super pas clair ce que je dis, je suis désolé. C'est la pire réponse de toute l'histoire des réponses. Quand tu dis que tu as vécu des injustices en tant que mec par rapport au collège, ça se concrétisait comment? C'était pas genre méga hardcore, c'était des sentiments d'injustice ou des émotions en effet de devoir être sportif, de devoir être costaud, fort. Un des trucs qui je crois me terrorisait le plus
pendant pas mal de temps, hein, jusqu'à jusqu'à assez récemment au final, c'est cette peur que tu as en tant que mec si un jour tu as une copine, de devoir la défendre en toutes circonstances si d'autres mecs plus forts que toi arrivent, etc. Et ce truc là où je me disais mais moi jamais j'en serais capable, on m'agresse, je me sens j'arriverais pas à flip et devenir un guerrier d'un coup, quoi. Il y avait cette peur là de pas cocher cette box là et de se dire ah, merde, j'arriverai pas à faire ça, donc je serai jamais tout à fait accompli. Et quand je me suis aperçu que j'avais pas à ticker cette box, j'étais un peu content. Je me suis dit, ah mais c'est bon en fait, j'ai quand même le permis d'être un être humain. Comment tu t'en es? Merci. C'est en effet, c'est en me reconnectant, en mettant un peu tout ça, en remettant un peu tout ça en question, tous les rôles prédéfinis, pas mal un TED Talk en particulier, un documentaire aussi en particulier m'ont pas mal aidé à remettre tout ça en question. Des gens qui sont posés ces réflexions avant moi et qui me permettent justement de remettre tout ça en question et d'accepter qui on est et de pas devoir réaliser les achievements qu'on nous demande de faire obligatoirement pour être un homme accompli. Le documentaire dont tu parles, c'est The Mask You Live In. The Mask You Live In, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux le résumer pour ceux qui ne t'auraient pas entendu en parler ou qui n'auraient pas lu l'article sur Mademoiselle qui dit qu'il faut le regarder? Tout à fait, c'est un très beau documentaire qui est encore sur Netflix, je pense. Oui, je crois. Ouais. Et qui parle de le titre dit le masque dans lequel on vit, du coup derrière lequel on est, et c'est un peu ce masque de masculinité. La seule définition de la masculinité, à quel point elle fait du mal à tout un tas de garçons, tout un tas d'hommes. Et en fait, assez très vite, dans ce documentaire, tu te rends compte à tous les hommes. Et du coup, et que ça se répercute sur un peu le monde entier, sur tous nos rapports. Donc, à travers plein de portraits d'hommes et de jeunes garçons différents, moi, un des portraits qui m'a le plus marqué, c'est des hommes en prison qui sont allés jusqu'à faire des conneries, jusqu'à ce que cet ordre de soit un homme les mène à faire vraiment des conneries. C'est ça qui m'a le plus chamboulé. Donc ouais, c'est un très beau documentaire. Il y avait aussi un TED Talk dont l'intervenant est dans ce documentaire. Et pareil, celui-là, il m'a retourné le cerveau et m'a fait un bien de fou de m'apercevoir qu'en effet, on avait le droit, en tant que garçon, en tant qu'homme, de faire les choses différemment et de remettre tout ça en question. Donc ça m'a fait du bien. Parce que jusqu'ici, j'avais l'impression d'être un peu, pas tout à fait, d'être un peu un mauvais élève dans les hommes. Donc, Est-ce que dans ton entourage, il y a des gens qui t'ont fait sentir plus ou moins directement que cette impression de ne pas être tout à fait un homme, je me rends compte qu'elle est diffuse dans la société, mais est-ce qu'il y a des gens qui précisément te l'ont fait ressentir plus que d'autres? Non, étrangement non, parce que c'est ce que tu dis, c'est assez diffus. C'est pas, ça aurait été plus simple s'il y avait une seule figure qui celui-là c'est lui qui m'a machin, mais en soi non, c'est un peu plus vicieux que ça, ou dans le sens c'est plein de petits trucs, et c'est plein de petits trucs par plein de gens, par des fois une masse, par des fois en effet toute une masse. Je pense au collège ou au lycée, etc., les autres élèves, et c'est pas forcément des trucs super marqués ou imagés, et ça peut être même devenir de potes très proches, ça peut même venir de personnes très bienveillantes, etc. C'est des petits trucs qui sont dans les interstices de la vie et des discussions, etc., qui t'envoient ce message. Puis aussi beaucoup, que ce soit la publicité, le monde du divertissement, le monde des arts, etc., qui t'envoient certaines images, quoi, qui te façonnent une certaine réalité. Et du coup, ça aussi, ça t'envoie des messages de ce que tu devrais être, et ce que tu n'as pas le droit d'être, ou ce qu'il vaut mieux pas être en société pour faire partie du groupe, être intégré. Donc c'est tout un mélange de tout ça, en effet, qui a créé ça, mais pas que pour moi. Enfin, justement, on est tellement nombreux à ressentir ça, et je pense que c'est un truc sur lequel on peut connecter avec énormément de personnes et d'hommes au bout d'un moment, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'on est tous des petits garçons à l'intérieur qui en avons marre de ces ordres-là et qui vont bien peut-être se rebeller contre ça, quoi. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que beaucoup d'hommes font maintenant cette démarche de gratter un peu leur masculinité et les injonctions qui vont avec, ou est-ce que la plupart le prennent comme acquis, comme plein de gens disent c'est comme ça, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, ouais. C'est le grand ordre naturel des choses et on peut rien y faire, et puis c'est tant mieux, quoi.
Non, moi j'ai confiance. Je pense justement que pas mal de gens se remettent beaucoup en question, remettent en question les choses et sentent tout ça. Je sais pas, c'est une confiance un peu aveugle. Je connais pas tout le monde, mais dans ton entourage, par exemple, dans tes potes, ouais, c'est un truc que tu sens? Ouais, dans mon entourage, je sens déjà un peu un vent, mais je pense qu'aussi c'est assez lié à Internet, tout ça, l'overconnexion qu'on a connue, où justement d'un coup on est connecté à plein de gens. Que si ça n'existait pas, on connaîtrait 30 personnes, et que maintenant on peut vraiment être connecté à plein d'esprits différents. Je sens donc j'en déduis des fois ah tiens, je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi, je sais qu'il y a des gens qui remettent ça en question, qui sont sur la voie de remettre ça en question. Donc ouais, j'ai grave confiance. Mais ouais, c'est un peu une confiance ou une sorte de foi aveugle tout le monde a ça à l'intérieur. Tout le monde aimerait être à 100% qui voudrait être ou qui pourrait être. Enfin, tu vois, d'accepter de glorifier les différences et de glorifier aussi ce qui nous unit, enfin nos points communs. Et donc je pense vraiment que tout un tas de garçons, voire même tous, c'est plus des fois, pour certains, il y a plus de couches de mini déni ou de mini non vaut mieux pas, ou encore de l'émotionnel sur mon éducation me fait continuer ces séries-là. Mais en fait, au final, on devrait même accepter quelqu'un qui est un homme selon les codes qu'on nous a inculqués depuis trop longtemps. On devrait même lui dire, si c'est la version accomplie que tu sens, c'est cool. Mais je pense que ce qui est cool de remettre en question, c'est pas la seule façon d'être, c'est pas la seule version. Une façon de voir, une image que j'aime bien, c'est que je vois un peu, en effet, une sorte... Dans tout le monde, il y a une énergie ou une force féminine et une force masculine. Et dans tout le monde, peu importe ton genre. Et après, j'aime pas les appeler forcément masculines ou féminines, parce que ça veut pas dire que c'est les femmes ou les hommes, mais c'est le yin et yang, clairement. C'est deux pôles, deux énergies. Et en fait, moi je pense, le plus cool, c'est d'arriver à les marier, à leur trouver vraiment un équilibre aux deux, et d'utiliser les deux. Et du coup, ce que je trouve triste des fois chez des hommes qui sont des dudes, etc., outre les actions qu'ils peuvent faire du mal, c'est le fait qu'ils écoutent qu'une seule partie, une seule de ces énergies-là. Et du coup, voilà. Donc, je sais plus ce que c'est la question, pardon. Je suis désolé. Arrête de t'excuser. C'est pas un truc de bonhomme de s'excuser. Ouais, c'est plutôt vrai. Un truc de gonzesse. Ouais, c'est vrai. Carton rouge. Ça m'intéresse ce que tu dis sur les hommes qui sont entre guillemets des hommes comme le veut la société. Y a pas de raison de leur reprocher, et en soi je suis d'accord avec toi, mais il y a des théoriciens et théoriciennes du genre qui estiment que dans la féminité comme dans la masculinité il y a des aspects toxiques. Ce qu'on voit dans The Masculine, en fait, si tu suis le soi un homme de la société, ça implique plein de choses qui sont en soi nocives pour un être humain, notamment réfréner ses émotions, ne pas les communiquer à d'autres et tout. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a des aspects de la masculinité traditionnelle, entre guillemets, qui sont néfastes, ou est-ce que tu penses qu'il y a du bon dans tout ? Non, je suis assez d'accord qu'il y a quand tu pousses trop ce filon d'être un homme selon ces codes-là, et respecter et cocher un peu toutes les boxes de ça, et respecter et tout, il y a clairement un aspect beaucoup plus toxique qui peut faire vraiment du mal. Je pense que c'est surtout qu'on arrive à une époque où on remet tout ça en question, et où il est temps pour nous de remettre tout ça en question. Il y a je sais pas, 500 ans, peut-être, ça roulait comme ça. Enfin, je sais pas, il y avait clairement de l'oppression, et clairement genre machin. Ouais, voilà. Ouais. Écoute, OSS 117, il a l'air très bien dans son slip. Mais que je sais pas, le temps nous fait, enfin le temps qu'on vit aujourd'hui nous fait remettre tout ça sérieusement en question, et on en a énormément besoin. J'écoutais récemment un gars qui disait un truc qui me plaisait beaucoup, où c'est très ésotérique ce qu'il disait, mais j'aimais beaucoup ce qu'il disait, c'est il est temps que la féminité prenne le pouvoir, parce qu'on est allé au bout en tant que civilisation des solutions masculines, entre guillemets, donc de conquérir, de foncer, etc. Et ça a créé du bien et du mal, mais là c'est bon, on est au bout de ça. Si on continue un peu dans le mur, il est temps de réécouter tous sa part féminine d'une certaine façon, et dans les individus, il est temps que les femmes prennent le lead, en fait. Et j'aimais beaucoup cette image que, à la fois, c'est pas que genre ok, les hommes on s'assoit
Et on écoute, c'est un peu ça. Mais c'est aussi tous les hommes, c'est pas s'asseoir genre en mode allez maintenant vous mettez en pause. C'est tous les hommes doivent reconnecter avec aussi leur féminité, leur énergie un peu féminine quoi. Donc je pense que les côtés toxiques en effet de cette masculinité qui va continuer encore un peu quand même quelques années, je pense. On se donne 5 ans. Ouais, allez, dans 5 ans on a fini. Quand est-ce qu'il a terminé Donald Trump? Dès qu'il y aura la Oui, parce que c'est marrant que tu parles des limites du système masculin. Le jour où, par coïncidence, Donald Trump a dit que certes, Kim Jong-un a un bouton pour les armes nucléaires sur son bureau, mais que lui, il a un plus gros bouton. Exactement. Où vraiment la comparaison phallique est très proche. Ouais. Et est-ce le monde qu'on veut? Je ne suis pas sûre. C'est fou, hein, c'est vraiment... ça n'existe plus les guignols. Ça n'existe plus. Je sais pas. Je sais plus. En tout cas, ça. Mais en fait, c'est que je me vu disais, personne mais- ne sait, sans doute Oui. ça Ouais, n'existe plus. Plus je comme me disais avant. que si ça continuait, les guignols, ils auraient aucune vanne à faire dessus. Enfin, la vanne est déjà toute faite, quoi. On dirait qu'ils le font exprès. Mais ouais, donc pour moi, ça, ma sorte de mini interprétation de ça, c'est que c'est des résistances normales à ce qui se passe, justement. C'est genre. C'est Et ils des- reviennent à plus débiles, à des limite plus petits- caricatural. Des petits garçons, quoi, dans C'est les ça, cours de et récré, c'est- quoi. Et pour le coup, eux sont soumis, à mon avis, à énormément de pression de devoir respecter que c'est ça être un homme. Hein, sûrement pour Donald Trump, il est dans le droit chemin de ah, c'est comme ça que j'ai bien montré grâce à ce tweet que j'étais le meilleur. Et c'est plus triste pour lui. J'adorerais que- l'écouter. que- J'adorerais l'allonger et faire parle-moi de ton enfance. Ouais, c'est Parle-moi ça, de ton papa et et de ta puis, maman. ça Ça doit être ouf. dur, Après, il a ça, 71 ans, donc de base, c'était un monde où on était encore moins avancé que maintenant Ouais, c'est sur ça. les questions de genre. Et puis, Mais enfin, regarde vit Obama, dans il un est autre pas, monde. il est pas Oui, je sais. jeune non plus, quoi. Non, bien sûr. Et puis, je pense que mon papy, il a beau avoir 87, 88 ans, il a jamais été aussi con que Donald Trump. Donc, il n'y a pas que ça. Mais clairement, son enfance, ça n'a pas dû être marqué par J'adorerais être son l'équilibre psy. entre l'énergie féminine et masculine dans chaque Ouais, être. c'est ça, et c'est ça qui est le plus triste, ouais, c'est que clairement eux, ils écoutent qu'une facette, et c'est un peu, ouais, c'est dangereux pour le monde entier, mais à la fois, voilà, ils sont aussi un peu en effet, on peut rire d'eux, quoi. Ils sont cons, ils renvoient une image très Ils sont bête. cons. Et donc, Comment t'en es venu, toi, à creuser cette part-là? avant de venir, j'essaie justement un peu de me raisonner de genre en effet comment parce que j'ai pas encore trop de recul sur cette petite phase de déconstruction que j'ai eue, enfin que j'ai toujours, mais je pense en plusieurs temps, on en avait déjà parlé dans une vidéo pour Mademoiselle, et je pense que ça s'est passé en plusieurs temps où je réfléchissais pas trop à ces questions un peu avant. C'est pas que je m'en foutais, mais vraiment je les voyais pas. Et je pense que justement, genre, je suis en relation avec ma partenaire, une relation amoureuse très forte et que j'aime beaucoup. Mais dans cette relation, elle a vécu beaucoup de hauts et de bas. Et un des bas, justement, une des ruptures, est arrivée à cause d'une tromperie que j'ai faite. Enfin, j'ai trompé ma copine à cette époque-là. Et je pense que la rupture est arrivée pour d'autres raisons. Mais du coup, quand je lui ai appris, ça m'a à la fois énormément chamboulé. On était séparés à ce moment-là, mais ça l'a beaucoup fait énormément de mal, et à moi aussi, étrangement, de dire tout ça. Et en fait, donc on était séparés, et je pense que cette grosse phase, entre guillemets, de dépression, mais aussi de remise en question de tout, etc., m'a fait me rendre compte que ça m'avait mené à prendre un mur, ces injonctions d'être un homme, entre guillemets, tacite, hein, pas genre je me réveillais pas chaque matin en me disant faut que je sois un homme, donc il faut faire ci, faire ça, etc. Je me disais ah merde, ça m'a mené à faire du mal et à me faire du mal. Faut changer un truc, faut régler un truc dans ma matrice, dans comment je fonctionne. Et du coup, en effet, j'ai beaucoup connecté à ce moment-là avec beaucoup plus d'empathie, d'écoute, de remise en question, et donc ça a été un premier petit choc de ah merde, je peux faire du mal en restant comme ça. Et donc ça c'était cool en soi. Après, c'est un bon pas. Et je sais pas, il y a eu beaucoup le mouvement E4She, qui m'a fait vraiment me rendre compte que j'étais utile, que je pouvais avoir une place. Donc c'est le mouvement lancé par l'ONU des femmes. C'est ça. Avec notamment Emma Watson en porte-parole, qui encourageait les hommes à agir de façon active pour l'égalité c'est entre ça, les femmes et les hommes. ouais. Et c'est un mouvement vraiment qui appuie sur ça, sur le fait qu'on est les bienvenus
combat entre guillemets qui n'est pas femme contre homme, mais qui est femme et homme contre versus les gens qui veulent pas changer les choses entre guillemets. Et du coup j'étais content du coup dans tout ce mouvement, il y a beaucoup de photos d'autres hommes qui tiennent une petite pancarte en disant je suis forché et tout, de me dire tiens il y a d'autres gens et tout, mais c'est bien ça, c'est bien ça. Et parce que c'est vrai que des fois t'es un peu perdu quand tu veux commencer un peu quand tu te dis féministe ou quand tu veux t'ouvrir un peu à ce mouvement et à rajouter cette valeur un peu à ton sac à valeur. Tu te dis moi en tant qu'homme il faut pas trop que j'ouvre ma gueule parce que si je veux l'égalité. Je pense que tout homme, même ceux qu'on pourrait appeler sexistes, veulent une sorte d'égalité, tu vois. Mais en soi, il y a cette peur, à mon avis, de parler à la place des femmes, etc. Et du coup, certains hommes, dont moi à l'époque, disaient le mieux c'est de rester dans un coin, de faire pas l'inverse, tu vois, de pas créer l'oppression. Et en fait, quand je me dis tiens non, je peux quand même, j'ai un rôle à jouer, je peux parler à mes potes, je peux parler à... non, ça c'est venu dans un deuxième temps. D'abord, je me suis dit tiens, je peux être féministe aussi, je peux me mettre dans cette cause et agir pour ça. Et après, quand je me suis rendu compte que j'allais pas apprendre aux femmes à comment être féministe ou à comment mener la barque, tu vois, je préférais être sur le bateau et me dire comment on rame par là, ok, vas-y, j'aide. Et en fait, je me suis aperçu que moi, je pouvais être dans un bateau, entre guillemets, d'hommes et de dire venez, par contre, les gars, on change de cap. Et en fait, quand je me suis aperçu que cette sorte de responsabilité ou cette sorte de, en effet, malheureusement, on est les mieux placés, pas les mieux placés, on sera les plus entendus, ou mieux entendus, entre guillemets, où il y aura moins de parasites dans le truc. Je me suis dit, tiens, je peux parler aux hommes, donc aux amis, etc., publiquement, entre guillemets, ou dans mes créations aussi, dans ce que je crée. Ça peut servir. Et après, ça m'a fait remettre en question la masculinité. Ça arrivait un peu par ce chemin-là où je crois qu'à un moment un peu un peu imagé, justement, j'écrivais un truc qui s'appelait Les Soldats en carton. C'était un scénario qui traitait de ça. Au tout départ, je le savais pas que ça traitait de ça. Ça traitait juste un mec qui veut pas aller à la guerre, dans une guerre fictive d'aujourd'hui. Il veut pas y aller, il veut déserter, mais son père est général. Et du coup, il fait croire qu'il y est, tout en étant en fait à la campagne et par Skype, il fait croire qu'il est à la guerre. Donc ça partait juste de ce high concept où ça allait être un peu fun. Et en fait, en creusant et en l'écrivant, je me suis aperçu qu'il y avait des thématiques qui étaient liées à soit un homme. Quand je me suis aperçu que mon thème c'était soit un homme, ça fait chier les hommes et les femmes. Cette phrase fait un peu chier. Et il faut la remettre en question. À ce moment-là, pendant l'écriture, il y a eu la tuerie à Orlando. Celle dans la boîte de nuit gay, ouais. Et je crois que c'est à Orlando. Donc ça m'a pas mal chamboulé, et c'était un énième truc qui m'a un peu chamboulé, et j'ai vu un tweet en réponse à ça, qui réagissait sur ça, d'un gars que j'aime beaucoup, qui disait il disait en gros, on réglera pas la question, on réglera pas ces problèmes-là tant qu'on n'aura pas remis en question la masculinité. Et c'est la première fois que ça m'a tapé, alors que j'étais en plus en train d'écrire un truc dessus. J'ai fait, mais grave, en fait, il est en aucun cas question d'homosexualité. Je trouvais, mais c'est pas ça le problème, c'est la personne qui a fait ça. C'est pas dit, je déteste les homosexuels, non, le problème, c'est la masculinité. Il s'est dit ça, mais ce qui a le vrai problème en dessous, c'est la masculinité, ce que doit être un homme. Et si cette personne, c'est que ce soit des dogmes, des principes de vie foutus, bien boulonné, bien fort autour, mais que ça peut être une religion comme ça peut être n'importe quoi d'autre, c'est comment doit être un homme le problème. Et surtout, au-delà du fait de l'acte qu'il a fait, qui il visait, mais aussi l'acte qu'il a fait. Être un homme, ces problèmes, il faut les régler en les écrasant et en les dominant ou en les neutralisant. Et c'est ça le problème en fait. Du coup, quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a bien fait dire, tiens, il faut changer tout ça. Donc en soi, changer tout ça, c'est facile à dire, et je me dis, j'ai pas créé une ONG le lendemain, mais je me suis dit, le changement va commencer par moi en fait. Je vais créer des vibes, je commence le changement par moi, et puis après ça se répercute, j'espère, bien quoi. Donc c'était ce truc-là, un peu, qui m'a fait un peu simple fait de prendre la parole en fait, et puis de venir le dire. J'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, des plus jeunes, qui ont peut-être 13, 14, 15 ans et qui sont dans ces trucs-là, et que peut-être ça peut les faire se remettre en question, ou se dire tiens, est-ce que je suis bien ou pas. C'est grave, ouais. Et du coup, tu parles t'as commencé
par toi pour envoyer des vibes et ensuite tu as commencé à en parler autour de toi. Ouais. Tu as été face à quel genre de réaction quand tu as commencé à en parler à, je sais pas, tes potes, ta famille, ta copine? Ça n'a pas été genre un coming out aussi vénère ou aussi événementiel. Enfin, ça n'a pas été un événement genre du jour au lendemain. J'ai décidé qu'en effet, j'allais de moi réorienter vers où je voulais aller ou comment je voulais être. Et après, c'était continuer à l'être un peu au jour le jour, donc dans des petites discussions, etc. Donc il n'y a jamais eu la grande discussion, que ce soit avec mes potes ou je sais pas quoi, genre les gars, je m'oriente plutôt vers ça, etc. Parce qu'en plus aussi, mes potes sont assez raccord avec ça, tu vois. C'est juste que moi, j'ai essayé de creuser un peu plus et me dire, ah tiens, ça me passionnait vraiment et je me disais vraiment qu'il y avait une sorte de solution au bout du tunnel de cette problématique-là. Il y avait un moyen de déclencher un bon changement sympa. Et donc ça n'a pas été, j'ai pas dû annoncer quoi que ce soit ou c'était dans des petites discussions par-ci par-là. Il n'y a pas eu d'effet trop de résistance. C'est sûr que oui, quand je débarquais, je commençais un peu à mettre du vernis à une main parce que j'aimais bien, parce que je voulais me l'autoriser, parce que je trouvais ça joli et que je me disais que c'était faisable et tout et qu'il n'y avait rien de mal à ça. Non, j'allais dire, même ma mère a dû en rigoler vite fait, mais c'était pas, il n'y avait rien de trop de grave, quoi. Ma mère m'a assez vite accepté que j'allais être de toute façon un peu incompréhensible très tôt aussi. À 13 ans, elle a fait ok, bon, lui il faut prendre, faut accepter. Donc non, il n'y avait pas de souci trop à ce niveau-là. Tu disais tout à l'heure que ça part aussi de ta copine. Ouais. Ça part aussi d'un chagrin d'amour, en fait, ouais, d'une personne féminine. Ouais, toujours. J'ai l'impression, toujours. Je trouve que c'est marrant, c'est-à-dire qu'il y a un chemin en fait qui démarre par du mal que tu peux faire à une personne que t'aimes. Ouais. Ou du mal ou du bien d'ailleurs, peu importe. Oui, en tout cas, d'avoir une relation amoureuse, sincère. Même si, pareil, je généralise de ouf, et c'est un peu une généralisation un peu à l'aveugle, mais j'aime bien ou je trouve ça beau le fait que je trouve que beaucoup de femmes avec leur énergie entre guillemets d'écoute, d'empathie, d'over, comme si elles connaissaient un peu, enfin comme si elles écoutaient le monde énergiquement, etc. J'ai l'impression que moi genre c'est aussi grâce à elles que je me suis sensibilisé à l'écologie et aussi entre guillemets au fait de la condition animale. Et c'est vraiment comme si elle m'avait vraiment genre tout appris, tout inculqué, quoi. Et qu'elle c'était relativement plutôt inné, tu vois, où ça allait dans elle a pas, c'est pas forcé entre guillemets, et que moi j'étais un peu à l'écoute de ça et tout. Donc ouais, les changements sont beaucoup venus par elle. Ouais. C'était une porte d'entrée vers justement un truc. Une personne que je trouve mieux que ce que j'étais un peu avant. Mais ouais, il y a aussi un autre truc qu'elle m'a fait découvrir et qui est super cool, c'est elle danse beaucoup et elle adore la danse et elle m'a fait découvrir une danse de couple que j'aime beaucoup aussi et qui dans son il y a une partie de cette danse qui est assez alternative, qui s'ouvre à des trucs un peu plus alternatifs. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai vécu 2 mois à New York et je suis allé faire c'était le mercredi soir dans une salle, dans un bar. Il y avait des soirées c'est de la danse qui s'appelle le blues. C'est pas identique à la musique blues, mais c'est une danse qui s'appelle le blues. Et du coup, j'ai découvert une prof qui était LGBTQ+. T'as oublié sans doute un I. Oui, je sais pas. Il y a un A et beaucoup de lettres. Et du coup, elle était très super ouverte d'esprit et super inclusive et c'était trop cool la vibe qu'elle envoyait. Et moi, dans cette danse, même si je la trouve très belle et très cool, j'avais super peur d'être un lead. Donc il y avait ceux qui guident et ceux qui suivent, donc lead et follow. Et j'ai trop peur d'être un lead. Et elle balançait cette vibe où en fait tout le monde pouvait être lead. C'est pas obligé que ce soit, parce qu'il y a ce truc encore un peu dans la danse où c'est un homme qui lead et c'est une femme qui suit, tu vois. Et moi ça m'angoissait de ouf d'être un lead. J'avais pas assez bien appris, il fallait que j'en fasse encore genre 2 ans pour me dire ok, ça y est, je peux guider. Et du coup elle m'a ouvert au fait de pouvoir follow, de pouvoir suivre. Et vraiment, j'adore vraiment la comparaison et la métaphore de la vie avec la danse. Et là, des relations, en tout cas, c'est mortel. Du coup, j'ai appris à follow. Je suis un bon follow.
Et je dansais avec des hommes, je dansais avec des femmes qui guidaient. Et ça a été pareil aussi, un petit disjoncteur cool dans mon cerveau de m'apercevoir que je pouvais follow, que je pouvais écouter quelqu'un en fait aussi dans la danse. Ça qui est trop cool, et c'est pour ça que ces deux rôles sont assez beaux et c'est bien de les changer. Parce que jusqu'ici, il y a d'autres danses où c'est très... non, un lead, c'est un homme, c'est tout. Là, ce qui est trop cool, c'est qu'en effet, t'apprends l'écoute. Et vu que c'est une danse qui est très basée, le guideur donne son intention. C'est pas des pas comme le rock, où ça va être des passes très précises. Non, c'est plus une intention, et il faut suivre. Et en tant que follow, du coup, t'apprends énormément de choses dans la danse et dans ta vie, à écouter l'autre, à écouter l'intention de l'autre. Et t'apprends aussi, quand t'apprends à guider, t'apprends à être ferme, mais pas à imposer, parce que tu t'aperçois en étant follow qu'un mauvais lead, c'est quelqu'un qui t'oblige à faire un truc, alors qu'un bon lead, c'est quelqu'un qui t'invite, mais qu'en fait, t'as ta force aussi, t'as ton nom à disposition quand t'es follow. Et ça, j'ai adoré cette sorte de métaphore. Enfin, ça m'a appris beaucoup de trucs un peu dans le pratique et avec le corps, après qui se sont répercutés un peu sur ma vie, entre guillemets, philosophiquement parlant. Et du coup, je trouve ça assez beau. Et surtout, le step ultime de cette danse, c'est une danseuse qui m'a appris ça, c'est que tu peux faire double lead. Et ça, c'est trop beau. Donc, en fait, quand tu lead, tu poses ta main plutôt sur la hanche / la taille / le dos de la personne qui follow, ou la personne qui follow va plutôt poser sa main sur ton épaule. Et en fait, du coup, tu peux mettre deux leaders. Et c'est mortel, ça. Enfin, en termes de relationnel et de ce que ça représente, c'est qu'en fait, tous les deux leads, et en fait, on se passe le lead quand on sait pas, c'est pas décidé. C'est genre, tiens, ça, c'est la personne me dit de faire ça, et on fait plutôt ça. Tiens, maintenant, c'est moi qui dis de faire ça. Et ça, je trouve ça, relationnellement, je trouve ça super beau. Qu'en fait, il peut y avoir deux leads, il peut y avoir deux follow. Et voilà. Donc, c'est aussi un autre step qui m'a un peu... C'est une métaphore de relation de couple. Ouais, la danse, c'est vraiment trop beau pour symboliser tout ça. Et ça, cette danse, ça m'a assez ouvert l'esprit à ce niveau-là. Et en effet, aussi d'avoir la vulnérabilité de danser avec des hommes. Et j'ai eu déjà avec un gars qui est devenu mon pote, qui est un très, très bon danseur, de me rendre compte que ce que ça faisait de pouvoir être follow, de pouvoir être mené pendant une danse. Mais c'est incroyable, c'est trop, trop bien. Et c'est un truc, entre guillemets, en tant qu'homme, qu'on n'est pas très autorisé à vivre. De pouvoir lâcher prise et être entre les mains de quelqu'un, d'être genre oh putain, il m'a fait faire une trop bonne danse. Et à la fois, c'est aussi une conversation, c'est aussi genre tu peux avoir du répondant, tu vois. Mais donc ça, c'était super agréable de découvrir ça à travers cette danse. Donc je pense que c'était un peu dans les 3 steps de la remise en question de ma masculinité, ou de découvrir d'autres paysages qui m'étaient jusqu'ici pas interdits, mais en tout cas très déconseillés. Et là, je vais faire c'est trop bien ce paysage, c'est mortel. Et je voulais savoir si toi, via ton parcours, t'as eu aussi... en fait, c'était quoi ta relation avec le corps, enfin le physique, on va dire, des autres hommes? Le physique, la relation avec ce que je vois du corps des autres hommes versus mon physique, ou la relation le corps... Enfin, comment dire au départ, en fait, je pensais que ta question, c'était genre, est-ce que je peux faire des câlins avec mes potes ou avoir de l'affection, enfin, tu as du toucher, etc. Du coup, dans cette question, relativement oui. Avec certains potes, genre il y a des potes d'enfance avec qui genre justement on peut être très affectif. Bon, en effet, c'est dans le cadre souvent de soirées, etc. Mais genre il y a pas de tabou ou de problème à je sais pas, je dans un salon, etc. On est tous calés à discuter ou je sais pas quoi. Si je veux poser ma tête sur l'épaule d'un pote de façon très lâchée, machin, ou si après c'est des potes aussi des fois j'en ai un qui habite dans une autre ville, et du coup quand il revient on est très content de le voir, etc. Mais genre il y a une proximité qui est pas interdite et qui est cool, et ça c'est assez cool, tu vois. Mais après voilà, mon groupe de potes entre guillemets d'enfance, on est 3-4 nerds un peu genre on n'est pas l'homme par excellence, tu vois. On est un peu le club d'échecs et c'est ça qui nous fait du bien, justement. Donc, mais mon rapport au physique des autres hommes, en effet, dans mon adolescence, beaucoup de complexes face à ce que devrait être, ce que j'aurais dû être ou ce que ça doit être, etc. Que ce soit la minceur, les muscles sculptés, etc. Et c'est assez étrange parce que genre à la fois genre fallait viser ça. Je me sentais pas ni en forme physique ni à l'aise avec ça. Enfin, je me sentais pas genre dans ces clous-là. Et en même temps, je m'autorisais pas à être trop musclé ou trop stock.
parce que j'allais décevoir ou pas avoir la validation d'autres hommes qui me considéreraient comme un genre vieux mec ou un douchebag ou un, tu vois. Et du coup, j'étais un peu genre coincé dans cet entre-deux de genre, ok, je me sens mal dans mon corps. C'est ça, c'est peut-être pas les clubs d'échecs. J'ai plus en tête une sorte de figure masculine plus âgée, tu vois. Enfin, j'imagine genre, tu sais, les gars qui ont 2 ans ou 3 ans de plus que toi au collège ou au lycée, et que ces mecs-là, les marrants, les cools et tout, justement, eux, vu qu'ils sont un peu des hommes entre guillemets, peut-être un chouïa plus pas alternatifs, mais genre, c'est pas des rugbymen, tu vois. Il m'aurait je voulais pas qu'on me mette dans la catégorie des rugbymen justement, ou de genre des gars trop stock ou trop machin, et donc j'étais un peu coincé compliqué. dès que je prenais trop d'assurance ou je mettais des shorts trop moulants ou je sais pas quoi, je me disais merde, je sais pas, tu fais le mec qui en fait trop, quoi. Ouais, c'est ça. Donc vaut mieux rester dans un entre-deux nul invisible. Mais donc ouais, il y avait un peu cette peur là, mais ouais, il y avait beaucoup de complexes sur la stature à avoir, etc. Et puis en plus, j'aime pas beaucoup le sport. J'aime pas faire du sport. J'aime pas me forcer à faire du sport. J'aime beaucoup les activités sportives. J'aime bien me dépenser, mais sans jamais avoir l'impression de faire du sport. Et maintenant, est-ce que ton rapport à ton corps a changé ? Peut-être un chouïa plus de... Un peu plus, je m'en fous un tout petit peu plus, mais je pense qu'il y a encore encore un peu ça, je me sens pas l'homme idéal parfait physiquement, tu vois. Je me dis pas genre je suis nickel, machin. Mais après parce que je suis un gros flemmard et que je me dis pas genre ok, faut que j'aille à la salle pousser des trucs, parce que je suis un flemmard à ce niveau-là, je préfère l'accepter dans ma tête. C'est moins difficile pour moi de changer psychologiquement et de me dire genre ok, je vais accepter mon corps, que d'aller faire l'effort physique, de sortir. Voilà, j'ai le choix entre deux choix. Exactement le chemin. Je vais plutôt accepter mon corps. Je me suis dit, perdre du poids, c'est beaucoup plus long que juste dire ah non, je suis bien dans mon poids. C'est ça, je peux le faire depuis mon canapé. Il y a des bouquins à lire, j'ai un peu à parler avec moi-même et ça va le faire. du coup, je préfère accepter un peu tel que la victoire de la procrastination sur les complexes. Les idées de génie, elles viennent avec la flemme. Hein. Donc quand t'as la flemme, en fait, tu fais des meilleurs trucs, tu trouves des solutions beaucoup plus ingénieuses. Donc c'est pas mal aussi d'aimer son corps, en fait, plutôt que d'aller chercher le corps parfait. Après, genre rien. J'en veux pas du tout. J'envie aussi beaucoup les gens qui aiment se dépenser ou qui le font d'une manière très régulière et qui se mettent une discipline et tout. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, mais moi j'aime pas trop mettre trop de discipline. Et du coup, mais voilà, je pense que le penchant un peu négatif, c'est quand tu vas chercher un corps que t'as pas et qu'il y a que comme ça que tu seras entre guillemets. Enfin, faut pas le faire pour les mauvaises raisons en tout cas. Oui, c'est pas grave d'avoir des standards personnels et de dire moi personnellement je me sentirais bien si je fais du sport une fois par semaine et que je fais tel poids, c'est une chose. C'est ça. Et genre je veux ce corps, ça me rendra vraiment heureux de la manière genre aligné, tu vois, et pas heureux par rapport au regard des autres. Avoir un plaisir juste super éphémère qui est que par l'image que tu renvoies. Alors que si c'est genre comment toi tu te regardes, là ok, tu vois, genre fais ce que tu veux en fait, va chercher ce que tu veux. Mais genre ouais. Donc je trouve que faut revoir un peu les raisons. Et moi je voulais plus le faire pour l'image que je renvoyais. Plus genre ok, je veux score pour qu'on me dise que c'est stylé, tu vois. Et du coup je me suis dit pas trop. Bah voilà, ça me rendrait pas genre complètement heureux. Une belle leçon de flemme. N'hésitez pas à avoir la flemme de tout. C'est clair. Heureux à la fin. Mais tu disais aussi que dans le regard de ton amoureuse, ça joue ou pas ? C'est-à-dire que si un jour elle te dit t'es trop ceci ou t'es trop cela, est-ce que tu peux changer toi par rapport à ça ? Un peu, même si mon amoureuse elle est cool, elle est très tolérante. Je pense qu'elle au-delà, elle est tellement cool qu'elle voudrait plus que genre si elle me voit trop patapouf entre guillemets, ce serait plus pour mon humeur globale que pour ce à quoi je ressemble. Si entre guillemets je me laisse aller, c'est pas pour elle genre mon homme doit être comme ça, c'est plus genre t'as l'air pas bien, fais-toi du bien, plutôt que genre je refuse de m'afficher avec un homme comme si. Oui, je comprends. Donc c'est sûr que je pourrais l'écouter si elle me disait genre mec réveille-toi, ça c'est clair, mais elle est très très tolérante sur ça. Je pense que j'ai un bon spectre, j'ai une bonne marge de manœuvre. Si un jour vraiment je veux rester allongé pendant vraiment des mois, c'est bon. Mais à des mois, c'est long. Non, parce que ça va, j'ai une carrure dont je suis assez content qui est relativement
mini carré et du coup genre donc ça va en fait. Elle est bien dans mes bras entre guillemets, donc ça va. Elle se sent bien en tout cas, je pense. Donc en soi, je pense que ça va. Mais ouais, donc mais c'est sûr que genre j'ai des potes qui sont super bien gaulés, trop bien foutus, etc. Et que j'enviais de ouf. Enfin, moi, j'envie le physique sec et puis ouais, j'ai des potes vraiment, ils bouffent trop mal et ils prennent rien quoi. Mais après ils font du sport. Mais ouais, d'avoir un physique super sec, une peau super fine et des muscles que tu vois vraiment genre très vite. Ils sont peut-être encore jeunes, c'est peut-être ça aussi le truc. Peut-être. Ouais, 26 ans, j'ai craqué vraiment. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une date dans ma vie où j'ai dû arrêter. J'ai arrêté de manger ce que je voulais et ça il n'y avait pas de répercussions sur mon corps quoi. Ah oui, d'accord. 26-27 ans, c'était terminé. Ouais. Tu veux pas faire The Boys Club un jour? Qui est doux. Oui, c'est vrai ça. Parce que t'es encore jeune, t'as tes potes aussi, non? Ils ont quoi? T'as 27? J'ai 26 ans, ouais. 26-27, ouais. On n'a toujours pas parlé de beat. Bah non, faut On a parler de toujours bite, pas parlé hein, de ta franchement. bite. C'est le moment. Ah si, je voulais te demander, au moment du club d'échecs, est-ce que vous êtes plutôt branlette entre potes ou doigt dans le cul entre potes ou un nouveau truc ou rien de tout ça? Alors, pas rien de tout ça, mais parce que, à la question, est-ce que j'avais des branlettes entre potes, c'est un peu oui et non, parce que en fait, avec souvent ces potes d'enfance là, je sais pas, ouais, si, tous ensemble, pendant assez longtemps, quand on était jeunes, on pensait que se branler, c'était de passer d'un état au repos à se mettre en érection, et on pensait que ça s'arrêtait là. Du coup. En soi, c'était juste ça sticker le zizi jusqu'à ce qu'il soit dur et après, bah, s'arrêter. Donc, il n'y avait pas de branlette. Putain, mais le premier d'entre vous qui a découvert la fin du game, il devait être genre les mecs. C'est ça. Les gars, je pense qu'il y a un boss final derrière la porte qui doit être qui est beaucoup mieux. Et ça, on l'a découvert chacun de son côté. Okay. Mais avant ça, on découvrait ensemble notre corps. Ça devait être autour de 9-10 ans. Mais avant la puberté, quoi. Donc, on se faisait des sessions où on croyait qu'on se branlait, du coup, à l'époque. On disait, on se branle, les gars, on se branle. Mais en fait, juste une fois qu'on avait tous notre petit kiki tout dur, vraiment, on allait se coucher et c'était la fin de la partie. Donc, j'ai pas eu les branlettes. Et en effet, moi, j'étais pas très... Après, c'était très accepté dans ma jeunesse, entre potes, entre guillemets, que tout le monde se branlait et que... on regardait des petites vidéos courtes de cul, jamais de film entier. Genre la cassette que tu regardes sur le canapé, genre on n'a jamais fait. Bah oui, mais on n'avait pas YouPorn en même temps. Enfin, ouais, j'ai le même âge que toi, quand j'avais 10 ans, il n'y avait pas des longs trucs à dispo, quoi. Bah ouais, et puis à l'époque, c'était un site c'était vraiment l'ancêtre de YouTube, et ça s'appelait kamazutra.be. Et c'était pas un site de cul du tout, c'était un site... Tu t'en souviens? C'est vraiment des vidéos drôles du moment. Il y en avait genre 10 qui étaient refresh toutes les 3 mois, tu vois, et on les regardait et tu les téléchargeais sur ton ordi, tu vois, pour les mater. Donc il pouvait y avoir un gars qui se cassait la gueule en vélo comme des chats, etc., comme des trucs un peu cul, tu vois, un peu 18 plus, tu vois, porn, mais pas du full porn. Et ça, on pouvait le regarder ensemble, etc., ensemble pour rire, etc. Mais par contre, c'était accepté que genre hey les gars, allez dans le salon, moi je reste près de l'ordi, je vais me branler, tu vois. Enfin, genre c'était genre, ah ok, il fait ça, tu vois. Mais c'était un peu chacun dans son côté, mais très assumé dans la sphère, dans le monde, quoi. Entre potes. Je trouve ça vachement sain en soi, de pouvoir dire, en fait j'ai envie de me branler, vous pouvez genre aller dans une autre pièce, sinon c'est gênant. Ah oui, c'était pas juste, aussi... Je vais me branler, je reviens, comme tu dirais, je vais pisser, je reviens, tu vois. Ouais, c'était pas aussi bien dit que ça, mais c'était en effet, genre je pense chacun avait sa petite intimité quand même. Ça manque quand même d'un petit truc collectif, quoi, tu vois, une petite branlée. Tu trouves pas Mimi? D'une petite course, d'un petit compteur. Je me dis, je devrais faire The Girls Club pour découvrir s'il y a des meufs qui peut-être faisaient pareil, tu vois, disaient, ouais, les meufs en pleine pyjama partie en mode, allez prendre une limonade, là, je vais me branler. Parce que jamais personne n'a dit ça à ses copines meufs. Mais peut-être que on a cherché un peu autour de la rédac, nous, justement, après les premiers épisodes autour de la branlette collective, et zéro meuf. Très peu, hein, ouais. Zéro. Si vous êtes une femme et que vous écoutez ce podcast et que vous avez fait des branlettes entre potes, ou juste que vous avez dit à vos copines, je vais me branler, je reviens, avant d'atteindre l'âge adulte, écrivez-moi un mail. Ça doit forcément exister, mais c'est juste que sur l'échantillon... là on est à 3 sur 3. Enfin non.
On est à 2 branlettes vaguement entre potes, branlettes entre guillemets pour toi. Ouais, du c'est coup. ça. Et puis des sessions de doigts dans le cul. Et puis les doigts dans le cul. Bon, ça c'était surprenant. Merci à l'âme d'avoir partagé ça avec nous. Je vous conseille d'écouter l'épisode 2 si c'est pas encore fait parce que c'était un ride. Hein. Je vous ai un peu spoilé la cerise sur le gâteau. C'est justement la cerise. L'olive sur le gâteau. Voilà, bien joué. Et est-ce que tu peux me parler du coup, donc quand t'étais au début de ta puberté, j'imagine vers 10-12 ans, t'avais pas vraiment de porno, t'avais ce contenu-là. Non, ouais, j'ai un peu. Ouais, c'est ça. J'ai vécu la sorte d'explosion du porno, enfin de l'accessibilité facile au porno, ouais, autour de 14-15 ans peut-être. Ça a commencé à vraiment devenir très accessible. Mais en effet, au début de ma puberté, c'était encore le truc. Vraiment, fallait le chercher, quoi. En effet, je me rappelle aller enregistrer le film porno du samedi soir de Canal+ pendant la nuit, me mettre un réveil, faire la mise. Et c'est assez cool en soi à vivre parce que t'as l'impression vraiment d'être un agent secret. Sur une cassette, t'achètes une cassette vierge, je me mets un réveil, tu vas dans le salon, tu mets la cassette, tu mets ça enregistré sur la bonne chaîne et t'allumes surtout pas la télé. Et t'allumes pas la télé et tu restes pendant 1h30 près du magnétoscope. Après, une fois que c'est fait, t'enregistres ton film à l'aveugle et quand c'est fait, t'espères que t'étais sur la bonne chaîne, t'espères qu'il n'y avait pas de problème, tu sors les cassettes et tu te fais maintenant, tu te dis maintenant c'est pour plus tard, c'est quand j'aurai le temps ou genre la maison à moi, etc. Mais genre ça c'est assez marrant versus maintenant où vraiment tu tapes 3 lettres sur Google. Tu l'as pas mérité ton porno maintenant. Ouais, c'est ça, t'as pas été un agent secret à vraiment. Cell, quoi. Ouais, c'est clair. C'était furtif cool. total. Est-ce que tu penses que ta sexualité a été marquée par le fait... Enfin, en soi, on a quand même eu accès au porno hyper jeune, 13-14 ans. Ouais. On est la première génération dans l'humanité qui a accès au porno à cet âge-là. Mais ça n'a pas que des bons côtés. C'est vrai. Est-ce que tu penses que ta vision de la sexualité a été marquée, positivement ou négativement, par le fait d'avoir été exposé à du porno libre d'accès aussi jeune ? Ouais, je pense, en effet. Parce que... je m'en suis rendu compte aussi vachement tard, ça, que c'est con à dire, mais que les pornos que je regardais, et les plus accessibles en tout cas, sont faits par des hommes, et pour des hommes, entre guillemets. Et que j'avais... c'est assez tard que j'ai découvert une section qui était porno pour les femmes. Je fais, mais c'est cool aussi, ça. Et des fois, c'est carrément mieux. Donc, même si j'avais eu la conversation la plus awkward avec ma mère, où c'était dans la voiture, à un feu rouge, sans me regarder, elle me dit, tu sais que... ce qu'ils font dans les films porno, c'est pas l'arrêter. Et vraiment, j'ai fait fin de conversation, oui, je sais, au revoir. C'était la fin de la conversation. Est-ce que tu sais pourquoi elle t'a dit ça à ce moment-là ? Oui, c'est ça. Capté ton historique. En fait, elle a dû se dire qu'il faut que je coche ce truc à dire à mon fils à cet âge-là. Je lui dis. Ou alors elle a vu un reportage bon. à la télé la veille qui disait le porno fait du mal à vos enfants. Ouais, elle c'est s'est ça. dit, t'as mis déjà un enfant. Mais enfin, ça faisait 2 heures qu'elle était en train de chercher la bonne situation. C'était super dur comme moment, enfin entre guillemets, c'était assez gênant. Mais elle a bien fait de le faire parce que c'était que 10 ans plus tard que j'ai fait. Mais c'est vrai ça. Je me suis jamais dit genre le porno c'est exactement comme la réalité. Il faut copier le porno. Mais c'est des sortes de petites injonctions, de petits trucs où tu crois qu'un rapport doit se passer comme ça. Et en fait, j'ai dû faire entre guillemets mon chemin tout seul et c'est avec mon amoureuse que je me suis dit ça peut se passer de tellement plein d'autres façons différentes mais jusqu'ici en effet il y a tout ce truc de performance masculine que c'est un peu chiant ça. C'est un peu genre une sorte d'injonction un peu qui fait peur être le performeur quoi. Dans une relation sexuelle de te voir toi comme un performeur qui doit avoir une certaine performance plutôt que de kiffer ou de partager le moment avec l'autre, tu vois. Ça devrait être la vibe que devrait envoyer le porno plus au global, c'est genre passer un bon moment. Au lieu d'éjaculer des litres et des litres de sperme. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, les mecs ils font des trucs qui remplissent des bouteilles quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le porno amateur. Il y a du faux porno amateur qui est officiellement faux. Amateur, mais en vrai c'est quand même des acteurs. Et il y a plein de gens qui préfèrent le vrai porno amateur parce que c'est plus du partage, même s'il y a ce côté on va se mettre en ligne pour que les gens regardent. C'est en tout cas plus réaliste que c'est clair. Un mec qui est payé depuis 10 ans à et moi, niquer même, des go, quoi. De toute façon, de base, je suis pas du tout attiré par
les films porno, la mise en scène justement, je me dis mais c'est trop. Enfin, je sais que tout est. À partir du moment où il y a un plan de coupe, où il y a eu un montage, etc. Je me dis bah, c'est faux et tout. On me ment, dis donc. On me ment. Ça c'est ton côté cinéaste. Hein, c'est ça. Parce que t'es dans le je vois métier, les voilà. ficelles. C'est du mensonge. C'est mal éclairé. Mais du coup, donc ouais. Mais un truc que j'ai bien aimé, j'ai découvert assez tard aussi, mais c'était via un TED, je crois. Ça s'appelle makelovenotporn. Je sais pas peut-être. Et c'est un super site de partage de vidéos où justement les gens qui publient les vidéos. En fait, tu as deux façons d'utiliser le site, en tant qu'utilisateur ou en tant que créatrice entre guillemets. Et donc les gens qui créent les vidéos, par exemple, t'es ou bien toute seule ou tout seul ou en couple et tu t'as fait une vidéo, tu la mets en ligne, tu mets une bande-annonce qui peut être de ton choix, ça peut être des extraits de la vidéo que tu vas voir ou toi et souvent ces fois c'est un couple qui est là qui font hey, ce matin on s'est filmé et c'était cool et j'espère que vous allez apprécier, c'était vraiment sympa. Et du coup bah, toi en tant qu'utilisateur tu payes 5 € pour louer la vidéo 3 semaines je crois. Et donc ces 5 € vont à ces gens-là, enfin à la personne qui a fait la vidéo et au site. Et quand j'ai découvert ça, je trouvais ça carrément plus sain, sans mauvais jeu de mots, et plus cool parce que déjà ça me faisait avoir une transaction. Je filais de la thune à ces gens. Enfin, ils m'offraient quelque chose, je leur offrais quelque chose, tu vois. Et je me disais c'est carrément plus sain. Versus nous, au-delà qu'on on a du porno accessible, on a du porno surtout gratuit. Et ça, c'est aussi un peu enfin pas étrange, mais genre du coup, ça nous est dû, tu vois. Genre ça c'est, tu vois. Et du coup que là, j'aimais bien genre donc déjà il y avait beaucoup plus de consentement sur ce site versus le porno accessible où genre des fois tu sais pas d'où elles viennent les vidéos, tu sais pas si tout le monde est ok pour au moins la diffuser, tu vois. Dans le rapport, tout le monde a l'air ok. Mais genre, est-ce que la personne a dit genre j'ai signé une décharge, tu peux publier cette vidéo, ça on ne sait pas. Et donc ça m'a toujours un peu, genre je me dis ce doute-là me fait un peu chier. Alors que dans le site c'est assez cool. C'est ton côté cinéaste. Tu vois, c'est vrai. D'interaction, de. Ouais, c'est ça. On se dit un peu genre. On n'imagine pas en effet peut-être le pourtour de ces vidéos-là, mais c'est aussi tout ce qui est revenge porn et machin, les trucs qui détruisent des vies ou d'un coup, enfin, c'est même glorifier un peu le côté genre c'était mon ex et je me venge en machin, c'est le pire des choses, c'est le pire, pas crime, enfin c'est la pire des choses à faire. Et au moins un délire. Ouais. Oui. C'est que t'es même plus en maîtrise de ton image, c'était un moment que t'as passé en intimité et tout. Donc dans ce site-là, ce que j'aimais bien en effet, je me disais peut-être faut que je paye pour mon porno maintenant et tout. Justement, on est cette génération qui a le porno a débarqué, on a fait c'est que de la donnée, c'est que de la data, c'est gratuit. Et du coup j'étais content, j'étais vraiment me donnais à cœur joie de leur donner de l'argent, je me disais mais allez-y, vous m'offrez vraiment un moment de votre intimité en plus. Et justement vu que c'était beaucoup plus des couples qui le faisaient ensemble, c'était moins normalisé. C'était moins genre toujours les mêmes points de vue, le point de vue que du mec, tu vois, enfin faut filmer que la femme, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment des fois des couples qui voulaient juste s'amuser. Il y en a, ils font des trucs chelous où ils se déguisent et ils font des montages chelous, ils se font des looks et tout. Et tu fais mais attends, ils se sont marrés, tu vois, à faire ça et c'est trop cool et ils veulent m'offrir leur intimité. Donc ça se fait un peu dans des bonnes vibes et en effet le site s'appelle Make Love Not Porn pour un peu c'est pas à dire que le porno c'est mal, c'est le fait que ce soit trop présent et trop la même chose et fait par les mêmes personnes entre guillemets, enfin fait par la même énergie entre guillemets, le même fait que c'est fait par des hommes pour des hommes, normalisé, c'est un peu normalisé, etc. Et aussi en découvrant le porno aussi pour les femmes, la réalisatrice Erika Lust, qui est très très forte, qui est très cool et qui et donc c'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Hot Girls Wanted et c'est la partie série, enfin c'est la série qui s'appelle Turned On. Le premier épisode est sur Erika Lust. J'ai pas du tout aimé les autres épisodes, mais le premier épisode il est mortel. Il parle d'Erika Lust et d'une photographe aussi pas de Playboy mais d'un autre magazine, photographe érotique pornographique. Mortel de voir ces meufs, mortel de voir aussi ce qu'elles ont apporté elles ont à apporter et ce qu'elles apportent dans ce milieu-là pour contrebalancer aussi. Et je me trouve aussi, enfin dans entre guillemets mon parcours de branlette ou de pornographie / sexualité et tout, c'est que ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir de la masturbation entre guillemets saine et où toutes les planètes sont alignées, tu vois, genre et du coup ça passe beaucoup par des vidéos où en effet où il y a un peu tous ces critères là qui sont réunis, le consentement de tout le monde, etc., mais aussi voir une vraie relation,
voir un truc qui est pas normalisé, tu vois, normé, tu vois, d'abord ça, en plus si, après ça, finish sur ça, tu vois. Mais de voir plus un rapport, une relation, etc. Et ça, c'est trop cool. Et surtout, Erika Lust, il y a une de ses vidéos que j'ai pas le nom, désolé, je vais pas vous aider, mais une que j'ai beaucoup... Une que j'ai beaucoup aimée, c'est en fait, c'est à la fois, elle va filmer un couple qui vont faire l'amour ensemble devant une caméra pour la première fois. Enfin, c'est un couple, ouais, mais c'est pour la première fois devant des caméras. Et du coup, au lieu que ce soit genre direct action, c'est eux dans des draps blancs avec des trucs qui tombent, etc. au ralenti. C'est eux qui sont accueillis dans l'appart où ils vont faire ça. On voit les cadreurs et c'est elle qui les accueille. Et en fait, c'est un peu filmé. Elle crée une ambiance super cool, cette réalisatrice, où c'est un peu filmé quasi comme des animaux qu'on veut pas embêter dans leur savane, tu vois. Et du coup, c'est genre, elle les accueille, elle les met à l'aise et tout, puis après, elle dit, bah écoutez, vous vous mettez sur le lit, vous déshabillez ou pas, vous mettez comme vous voulez. Je vous propose de commencer proche l'un de l'autre, faites un câlin, et quand vous voulez, machin. Et puis à tout moment, vous dites, machin, elle est trop cool pour mettre tout le monde à l'aise. Et ce qui est trop cool, c'est que la vidéo est faite des plans des cadreurs, donc vraiment que sur eux, et de plans un peu making-of, en même temps, des fois montés, où du coup, tu vois l'envers du décor. Donc en fait, tout est réaliste, le plus réaliste possible, et le plus doux possible, parce que tu sais que c'est un rapport qui est filmé, tu vois un peu tout, et surtout, eux, tu sais qu'ils sont genre entre eux, tu vois, enfin, ils sont trop connectés, ils sont trop... Et puis un peu aussi, ils sont un peu genre... ils ont pas les corps, pareil, normés des porn stars, tu vois. C'est des gens un peu lambda, enfin, tu vois, genre un peu tatoués, un peu le gars peut-être un peu trop maigre et machin, tu vois. Et donc ça, je me disais, ah, c'est cool, c'est des vrais gens et tout. Voilà, ça, c'est le porno que j'aime bien. Voilà. Mais du coup, mais en effet, par rapport à ta question, c'est que les débuts, c'était pas ça. Les débuts, c'était en effet plus du porno un peu trop pareil. Et en effet, ça te déglingue pas tout à fait le cerveau, mais ça te fait croire à des choses qui sont pas, que tu découvres plus tard que c'est pas ça. Quand tu tombes amoureux, quand tu machin, tu te fais, ah ben, c'est pas ça en fait du tout. Donc voilà. Merci pour ces recos, pour tous les recherches de porno différents. Non, en vrai, c'est... Faites-vous du bien. Enfin, à part Erika Lust et un peu Ovidie, je trouve que c'est les deux noms qui reviennent le plus souvent, effectivement, quand on cherche du porno féministe ou du porno alternatif, on va dire. Ouais. Mais on n'en a pas forcément d'autres. Et par exemple, ton site Make Love Not Porn, c'est cool. Parler, donc, ouais, c'est très cool. C'est très, et j'ai une autre reco. Je sais pas si vous avez vu ça pendant les vacances. Moi, j'ai vu Big Mouth sur, pas vu, non. sur Netflix. C'est une série animée. Sur des ados, enfin des ados 12-13 ans, sur la puberté et sur la découverte du sexe. C'est donc côté fille, côté garçon. Et c'est vraiment trop bien. Et ils ont la puberté, elle est imagée par une sorte, ils appellent ça puberty monster, c'est-à-dire un gros truc dégueulasse et tout, qui vas-y, fous-toi ta bite partout, machin. Et ok, bon, je vais faire et tout. Mais en même temps, on se rend bien compte que c'est pas forcément évident. J'ai regardé ça pendant les vacances, il y a 10 épisodes de la saison 1. Et c'est trop bien, chaque épisode explore un truc, donc ça va notamment du porno où il tombe dans le pornscape, c'est-à-dire le mec le gamin devient accro au porno en fait, jusqu'à la capote, la découverte du corps, de la bite. Il y en a un qui pubère, son copain pas. C'est trop bien. Cool. Je vous invite à regarder. Big Mouth. Sur Netflix. Donc. Ok, on va, je pense, conclure. Donc on a parlé de la bite. Je suis contente. On a parlé de la branlette. Le point bite, c'est fait. Le point presque branlette entre potes. Oui, mais on n'a pas parlé de sa bite. Non, on n'a pas parlé de ta bite. Comment tu vis ton rapport avec ta bite ? Bien, je pense. Je sais pas comment répondre à cette question. Je sais pas, c'est quoi la réponse des autres d'habitude. Enfin, c'est quoi le rap. Enfin, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu sais. Je sais pas. En soi, bien, mais je pense que c'est pas encore parfait. Faut qu'on peaufine des choses, elle et moi. Est-ce que tu lui donnes un petit prénom ? Non, il n'y a pas de prénom. Quand j'ai découvert un peu ma part, entre guillemets, féminine, mon énergie, entre guillemets, féminine, j'ai rejeté en bloc ma masculinité et la masculinité un peu en général, enfin, telle qu'elle est aujourd'hui. En écrivant ce script, Les Soldats en carton, c'était un petit peu symbolisé par l'armée ou cette énergie-là. Je l'ai refusé, je l'ai foutu un peu dans un placard et c'est genre, ça c'est mal. Mais c'était intéressant parce que je découvrais du coup une autre énergie à moi, une féminité. Et là, depuis un certain temps, je reconnecte avec ma entre guillemets, masculinité, cette énergie-là, et de voir en fait les beaux aspects de ça. Parce que, en effet, on est à une ère où c'est pas mal de remettre ça en question et de dire, de faire plutôt l'apologie de l'autre énergie, du yang ou du yin, un peu comme vous voulez, tu vois. Mais
Mais moi, j'essaie de reconnecter avec ma masculinité, donc avec, entre guillemets, ma bite, d'une certaine manière, si c'est pour simplifier. Et du coup, d'aimer tout ça, de s'apporter, entre guillemets, de l'amour, que ce soit corporel, mais aussi, pas que, quoi, spirituellement parlant, entre guillemets, d'aimer les symboles masculins ou cette énergie-là. Un peu plus action, un petit peu plus... guerrier dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais, et pas non plus dans le sens protecteur, grand chevalier qui protège, mais dans le côté genre, parce que pour moi cette énergie tout le monde peut l'avoir, tout le monde, le guerrière, tu vois, mais cette énergie là elle a des très beaux côtés et je pense qu'il faut utiliser le bon de ça à fond. C'est ce qui, un peu trouver ce mariage entre les deux, entre ces deux énergies. Est-ce que ça se concrétise comment alors? Par exemple, si tu as un exemple. En fait, moi, j'ai fait du coaching, parce que ma partenaire est coach, et du coup, elle m'a conseillé ses collègues coachs, un peu en développement personnel et tout. Et c'est un coaching où ma coach, justement, m'a beaucoup aidé à reconnecter avec cette énergie-là, elle m'a de recréer, de voir et visualiser les sortes de... comment je visualise ma masculinité, qui est en moi, tu vois. Tu me posais la question d'ailleurs par message avant, genre si j'avais des icônes fictives ou réelles de masculine entre guillemets, tu vois, et du coup de leur donner, de les imager et puis de parler avec elles. C'est du coaching un peu, c'est de la visualisation, c'est de la discussion un peu, c'est un peu de la thérapie plus, en tout cas plus un peu, et puis sous forme pas de jeu mais genre un peu de plus ludique je trouve, moins cérébral, plus tu deviens ce que tu dois faire parler à ce moment-là, c'est elle qui te guide, etc. Et du coup, en fait, non, c'est pas si privé que ça, mais c'est genre cette masculinité est pour moi un des plus beaux symboles fictifs de masculinité. Après, j'ai bercé dedans, c'est Sangoku, tu vois. C'est parce que, alors pas en tout point, tu vois, c'est pas l'homme parfait ou l'homme qu'il faudrait que tout le monde soit, tu vois, mais c'est un symbole de... Il n'est pas viril au sens genre... il n'est pas viril, mais il a une candeur de ouf. Il veut juste sauver le monde, tout bête. Et il veut se dépasser, tu vois. Et il est toujours actif, il s'entraîne. Mais il n'est pas con, il juge personne. Et donc pour moi, Sangoku un peu adulte, pas enfant, mais genre, représente vraiment cette image de la belle masculinité. Parce que il va sauver le monde en toutes circonstances. Il y a des méchants qui arrivent, ils veulent tuer le monde, il fait non. Et à la fois il va y mettre aucune ni d'ego il va pas tout ternir il va même pas vouloir les détruire. Il va pas vouloir les détruire du tout, et il va même y aller juste pour le challenge. Il va faire il y en a un qui est plus fort que moi. Ah non, je vais m'entraîner 2 fois plus. Mais vraiment comme un gosse un peu quasiment. Donc le mélange de sa candeur et de sa puissance, pour moi, je trouve ça super beau. Et c'est ça que je pense qui est le meilleur truc à viser, en tout cas pour moi. Et que c'est comme ça que je vois une belle masculinité ou force masculine, entre guillemets, mais en tout le monde, tu vois. C'est pas genre tous les hommes doivent devenir Sangoku, c'est tous les hommes et les femmes doivent réveiller leur Sangoku, tu vois. Et du coup, c'est ça que je trouve assez beau. Après, voilà, il est un peu asexualisé, Sangoku. Il a une relation avec Shishi, mais qui est un peu genre enfantine, et il a pas tant de sexualité que ça, même s'il a des gosses. Et donc c'est pas tant genre sur le côté plus entre guillemets. Je peux avoir peut-être d'autres icônes de masculinité entre guillemets, pas sexuelle, mais genre quel est bel homme devenir entre guillemets. Mais je sais pas comment aller vite. Sangoku, c'est très bien. C'est inédit. Je suis contente. Mais du coup, parce que tu m'as posé la question, du coup, je me suis un peu creusé le cerveau sur les icônes masculines réelles et fictives ou fictives. Oui. Et du coup, dans les réels, il y avait Joss Whedon. J'ai mis du temps en fait à me dire, mais qui est ça? Il y avait Joss Whedon que j'aime beaucoup dans les vibes qu'il envoyait, et qui je trouve aussi était vachement invitant à ce mouvement-là, par sa série Buffy et un peu ce qu'il crée, et pas mal de conférences aussi. Si vous mettez Joss Whedon Speech, il en a des super beaux sur le féminisme, il y en a un très intéressant et rigolo un peu sur, il aime pas le mot féminisme, et du coup il dit on pourrait en inventer d'autres. En fait il en arrive à genre dire non mais en fait c'est bien, mais c'est des réflexions super intéressantes, et il a créé ce personnage de Buffy qui est une sorte d'icône, et surtout il a créé des très beaux personnages masculins
qui suivent Buffy et qui ne la remettent jamais en question, qui remettent jamais en question son leadership, etc. Et ça, je trouve que c'est le meilleur truc qu'on puisse faire, nous, en tant qu'hommes, dans les créations qu'on crée. C'est pas genre de faire des mecs qui... Enfin, c'est de faire des mecs qui laissent la place. Je pense ça, c'est cool. Et l'autre mec, c'est Max Landis, un scénariste américain assez jeune qui a écrit Chronicle, Dirk Gently récemment, etc. Et qui, c'est lui qui avait tweeté à Orlando, après la tuerie d'Orlando, il faut qu'on remette en question notre masculinité. Et lui, sa masculinité, je la trouve aussi très belle parce qu'il est très connecté justement à ses émotions, il va pouvoir pleurer être très émotif, etc. Et moi, il m'a beaucoup encouragé par ses messages, par comment il parle, etc. à pouvoir aussi être connecté à mes émotions et à dire que j'ai pleuré comme un ouf devant Coco et devant Toy Story 3, tu vois. Bon, pas que ça, mais tu vois, genre, je pense que c'est intéressant que nous, on exprime nos émotions plus et qu'on n'hésite pas à le dire, tu vois, on pleure pas en silence, en cachette, comme si on avait fait quelque chose de mal. On fait, oh, j'ai pleuré ma race, c'était trop cool. Je sais pas, en fait, c'est un effet de 2018 qu'on n'avait pas avant. Je pense que les deux hommes réels que tu as cités sont en pleine shitstorm en ce moment parce qu'apparemment ils sont problématiques tous les deux. Ah merde. Donc désolé. Alors pas problématique. Alors Max Landis, je me demande si c'est pas une histoire de harcèlement sexuel. Ouais. Joss Whedon, c'est son ex-femme qui a dit qu'en gros ouais. il l'avait trompé à tout va et qu'il avait justifié ça en disant qu'il était mal à l'aise avec le fait d'être entouré de femmes talentueuses et qu'il avait besoin de réaffirmer sa dominance sur elle, ce qui est un peu genre, es-tu vraiment féministe? Mais d'un autre côté, c'est genre son ex-femme qui a dit ça et on sait jamais trop. Je sais pas. Mais tu sais, je sais pas, mais j'ai entendu les deux noms, j'étais là. Quel drôle d'année! Et Donald Trump. Non, mais c'est clair, mais non, mais ça n'enlève rien au message qu'ils ont pu faire passer. Et même si c'était faux, c'est des vibes que j'ai reçues, tu vois. Mais à la fois, je trouve que pas que ça en dit énormément, mais que c'est. Avec tout, depuis Weinstein, tout ça, c'est comme si chaque jour tu fais ah non, pas lui, ah non, ah merde et tout. Et en fait, le bon côté de ça, c'est que ça nous montre à quel point on était et on est dans un chemin un peu de merde. Je sais pas, j'essaie de voir à chaque fois le bon côté de ce que ça va créer. Je suis triste pour le mal qu'ils ont fait et pour, en effet, de ternir ce que je voyais d'eux, tu vois. Je vais me renseigner, mais je fais confiance et je suis pas choqué, tu vois. Enfin, je suis pas genre, non, pas eux. Non, je suis si, en fait, tout le monde, choqué, tu vois. Ouais. Tout le monde est genre, et c'est aussi à moi aussi de me remettre en question parce que genre, j'ai sûrement aussi, on en parlait à la nuit originale, c'est genre, ça va être super facile de dire Weinstein, il était horrible et tout, quel monstre, mais il faut voir le Weinstein en nous, tu vois, le monstre qu'on a tous en nous. Pour pouvoir on va pas le régler chez lui, tu vois. Je vais pas aller voir Weinstein et dire mec t'arrêtes, ok. Je vais d'abord me voir moi-même et me faire ok. Il y a le monde qui est en train de faire une sorte de petite alerte et peut-être qu'il y a un truc à régler et à commencer par soi-même, tu vois. Donc en effet, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je pourrais encore faire de mal, quels sont les fonctionnements que c'est en quoi ça peut m'enseigner quelque chose là, parce que par exemple le shitstorm que tu me dis, etc. Et donc en soi c'est tristement pas surprenant. Et ça en dit beaucoup sur nous et ça en dit beaucoup sur moi entre guillemets, tu vois. Parce que j'aime pas trop j'essaye de pas trop pointer du doigt et que le problème soit que sur les autres, etc. Et ça machin. Et donc faut qu'on change clairement. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ah, c'est pas mal. Ouais, faut qu'on change. Merci beaucoup Raph d'être venu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va te revoir bientôt sur les internets? Sur les internets, peut-être pas dans l'immédiat. Je réalise donc derrière la caméra un court-métrage pour et avec Cyprien, pour la chaîne de Cyprien. Et je vais jouer dans un court-métrage d'Anaïs Vachez. Mais ça risque d'être ces trucs assez qui se tournent là dans ce mois-ci, mais qui vont peut-être pas sortir dans l'immédiat, mais peut-être dans quelques mois. Et du coup, voilà, c'est surtout ça. Moi, j'écris mes trucs de mon côté. Et ça va mettre plus de temps. Peut-être qu'un jour, peut-être que cette année, je vais annoncer que si je me sens chaud, je vais peut-être annoncer que je veux faire. Enfin, j'ai fini un script. Je suis en train de finir un script. Et je vais peut-être annoncer que j'ai envie de le faire. Et peut-être de demander de l'aide aux gens qui veulent bien aider. Mais peut-être. Mais je suis pas encore sûr. Ça se trouve, je peux changer d'avis demain et me dire non, je reste sur ma couette. Salut. T'as dit que t'as des mois allongés de marge avant que ta copine te fasse. C'est ça. Donc j'ai encore loin un peu. Peut-être 2019 du coup. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est bien les soldats en carton ou le soldat en carton? Je sais plus. Les soldats en carton. C'est celui-là qui est dispo sur internet, non? Ouais, il y en a deux qui sont dispo. Il y a les soldats en carton et j'en ai sorti un plus récemment il y a quelques mois qui s'appelle Humankind en 2 mots.
Et ouais, c'est deux scénarios dispo à lecture pour ceux qui veulent, parce que j'en avais marre qu'ils traînent sur mon disque dur à rien foutre, et je me dis que s'ils peuvent ou bien faire du bien à des gens, ou bien divertir des gens, ça peut être cool. Merci beaucoup encore une fois. Merci Raph. vraiment de m'avoir invité, Merci c'est trop Fab, cool. comme Continuez le d'habitude. Boys Club, continuez. On va Faites-en essayer, plein d'autres. c'est le plan. On va Et pas merci arrêter. à tout le monde d'avoir écouté. On se retrouve un mercredi sur 2 à 18h pour un nouvel épisode de The Boys Club. Sur le podcast. Mademoiselle. Je vais pas répéter la fin. Très bien. Vous pouvez retrouver The Boys Club un mercredi sur 2 à 18h sur YouTube, sur iTunes, sur le podcast Mademoiselle ou le podcast dédié The Boys Club, sur toutes les applications que vous utilisez. Et ça me ferait très plaisir que vous laissiez, alors sur YouTube, un pouce bleu et un commentaire gentil si vous avez bien aimé. Et sur iTunes, des étoiles et un commentaire, comme ça aidera le podcast à être référencé et on sera plein à écouter des garçons parler d'eux et ce sera bien. Bye! Pour une fois qu'il parle pas d'autre chose. Louis, Salut. tu pourras couper ma dernière phrase, elle est un peu salée. Merci Louis. Pour une fois que tu parles pas de leur grosse bite. Et voilà, c'était The Boys Club avec Raphaël Descraques. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire sympa, ça me fera très plaisir. Vous pouvez retrouver The Boys Club en podcast sur iTunes ou n'importe quelle plateforme qui vous va bien, ainsi que sur SoundCloud. Et là encore, si vous pouvez mettre 5 étoiles, idéalement, et un commentaire gentil, ça permettra au podcast de remonter dans les suggestions. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de The Boys Club.